Et on va ouvrir ce grand angle avec des femmes qui ont préféré le ballon rond à la bague de fiançailles. Elles forment l'équipe de Résilane. Eh bien, il s'agit d'une des premières équipes de football féminin nées en Algérie. Si pendant longtemps voir les femmes jouer au football n'était pas envisageable, c'est grâce aux encouragements ministériels que cette équipe a vu le jour. Et aujourd'hui, ces joueuses n'ont Dieu que pour leurs crampons. Regardez. Ces footballeuses s'entraînent pour un match de Coupe de la Ligue à l'ouest de la capitale algérienne. L'équipe Afak Résilane a été créée en 1997, en plein pendant les années noires. Une décennie de guerre civile pendant laquelle les groupes islamistes armés interdisaient tout sport féminin. Mais l'entraîneur et ses joueuses ne se sont pas laissés intimider. J'ai eu une conversation avec les joueuses pour savoir si elles voulaient continuer à jouer malgré les menaces. Elles ont décidé de jouer. Elles ont dit que si les femmes avaient pris les armes pendant la guerre d'indépendance, donc elles pouvaient jouer. Elles voulaient combattre cette menace. À 26 ans, Fatia joue aussi pour l'équipe nationale algérienne, comme 5 autres joueuses du club. La guerre est peut-être terminée, mais elle assure que les stigmatisations sociales n'ont, elles, pas pris fin dans cette société conservatrice. Partout en Algérie, les gens ont un problème avec les femmes qui jouent au football. Parfois, quand on joue à l'extérieur et qu'ils nous voient portant nos maillots, ils nous insultent et nous maudissent. Mais d'autres sont curieux et posent des questions. Ici, à Résilane, ils nous disent que nos victoires les rendent fiers, plus que l'équipe masculine. Certaines joueuses ont cédé à la pression et raccroché les crampons après s'être mariées, mais d'autres sont déterminées à continuer. Ils nous disent « Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi vous n'êtes pas dans la cuisine? Une femme doit y rester. Mais je ne fais que jouer au foot, je ne fais rien de mal. Leurs mots ne me blessent pas. Je sais que je ne fais rien de mal aux yeux de Dieu. » Ces dernières années, l'équipe féminine a gagné de nombreuses compétitions locales et régionales. Malgré leur succès, les joueuses ne sont pas payées et le club les aide à trouver un emploi. Elles reçoivent seulement 12 $ par victoire et le club n'a ni sponsor ni donateur, survivant uniquement grâce à la passion de ses joueuses. Et puis plus au sud, le Togo se met à l'heure du football féminin également, dont le premier championnat a démarré le week-end dernier à Lomé, la capitale. Un moment de joie pour les participantes, Julie. Oui Valérie, dans un stade municipal de la capitale, quelques supporters enthousiastes sont venus assister à ce moment presque historique, le premier match du championnat féminin du Togo. Le Togo qui n'avait jusqu'à présent aucune sélection nationale féminine stable. Les joueuses étaient piochées à la volée dans des clubs. Et quelques semaines donc avant le coup d'envoi de cette compétition, plusieurs clubs de football féminin ont multiplié les séances d'entraînement dans les stades et sur la plage. Certains clubs ont même fait appel et engagé des entraîneurs professionnels de haut niveau pour mieux encadrer ces équipes féminines. Et ces femmes donc qui étaient longtemps laissées sur le banc de touche, elles ont pu enfin faire leur entrée sur le terrain. Écoutez. C'est une passion pour nous aussi, comme les garçons. Nous aussi, on veut être des stars comme Adebayor et autres. Donc, on n'attend que ça. Dites-moi Julie, c'est un grand défi pour la Fédération de football d'organiser ce championnat. Oui, après une longue crise qui a secoué le football togolais, les scandales de corruption et les détournements au sein de la fédération, la Fédération togolaise de football n'a pas lésiné sur les moyens pour remettre de l'ordre et accompagner les équipes féminines dans ce championnat. Une subvention de 500 000 francs CFA, soit environ 760 € a été versée à chaque club qui participe à ce nouveau championnat. Un moyen par ailleurs de repérer de nouveaux talents pour la sélection nationale à venir, une fierté pour les membres de la communauté. Écoutez. Avec le football, nous pensons que nos jeunes filles peuvent quand même s'évoluer et puis aller un peu plus loin. Merci Julie. En Afrique toujours, une équipe d'hommes cette fois fait la fierté du Kenya. Les joueurs des Liberia Black Stars sont ceux qui sont parvenus à redorer l'image de leur ville. Ils ont finalement atteint la 2e division kenyane, un exploit sachant que cette équipe est née dans le plus grand bidonville d'Afrique. Regardez. Crampons aux pieds, maillot de l'équipe sur le dos, Henri Eshiboko est ailier gauche pour les Kibera Black Stars. Cette équipe est une fierté à Kibera, un des plus grands bidonvilles au monde, niché au cœur de la capitale kenyane. Après 3 titres de champion en 3 ans, les Black Stars préparent leur entrée en 2e division. Henri joue au foot depuis qu'il est tout petit, mais il n'avait jamais imaginé qu'un jour il pourrait vivre de sa passion. Football is my work.
Le foot, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre. Je peux aider mes parents grâce au foot. Cela représente tout pour moi, parce que je peux subvenir aux besoins de ma famille, mais aussi aider ma mère et mon père. Plus de la moitié de la population de Kibera est au chômage et la plupart des habitants vivent dans une extrême pauvreté. Beaucoup ici survivent avec moins d'1 euro par jour. Grâce aux primes de match qui peuvent aller jusqu'à 22 €, Henri, lui, s'estime privilégié. Je suis chanceux parce que ici, à Kibera, tous les jours, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Certains n'ont même pas un shilling et ils doivent survivre comme ça. J'ai de la chance, je peux dire que j'ai de la chance. Alors que Kibera est davantage connu pour la criminalité, le trafic de drogue et la pauvreté, les Black Stars ont réussi à changer l'image du bidonville. Pour beaucoup, l'équipe est un modèle de réussite et une inspiration pour les jeunes générations. Je suis fier parce que nous sommes maintenant un symbole pour les gens, parce que Kibera a souvent une image négative. Donc nous essayons d'apporter de la lumière et de la positivité dans cet endroit où nous vivons. Et ça, c'est juste en jouant au foot et en gagnant nos matchs. Mais le succès apporte son lot de défis, principalement financiers. Grâce à différents sponsors, le club a pu récolter la moitié de la somme dont il a besoin pour les déplacements à travers le pays et un terrain aux normes de la 2e division. Mais maintenant que les matchs se joueront en dehors du bidonville, la majorité des fans n'auront pas les moyens de se déplacer pour soutenir leur équipe. On va maintenant se déplacer en Irak avec vous, Andrea Benisti. Vous allez nous raconter l'histoire d'un homme particulier. Alors, il a perdu sa voix à la suite d'un cancer il y a quelques années. Malgré tout, impossible pour lui d'arrêter le football. Il continue à coacher et à communiquer avec ses joueurs sur le terrain. Comment fait-il ? Eh bien, il communique grâce à un électrolarynx, donc c'est un petit engin qui se sert des vibrations de la gorge pour justement créer une voix synthétique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant de voir ce coach qui s'appelle Kadim Flayeh et qui parle avec une voix de robot sur les terrains, mais les joueurs de l'Air Force Club de Bagdad, c'est son équipe, ici sont faits. Et la communication sans parole s'est rendue possible grâce à une technique bien rodée, à énormément de gestes, mais parfois le coach n'en a même pas besoin tant la compréhension est instinctive. Écoutez. Sur le terrain, les échanges se font à 2 contre 1. C'est la façon que nous avons de travailler avec l'équipe. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on commence à arriver à communiquer avec le regard. Bon, alors pour les petits échanges succincts, effectivement, c'est possible, mais quand il s'agit d'adopter une autre stratégie sur le terrain, on fait comment ? Eh bien, on se sert des gestes. La gestuelle, c'est très important car chaque geste du coach correspond à une tactique de jeu. Par exemple, lorsque l'entraîneur lève les 4 doigts comme ceci, il s'attend à ce que les joueurs fassent pressing sur les adversaires et lorsque les mots sont trop compliqués, il le note sur une feuille et le donne à ses assistants qui, eux, vont transmettre l'information aux joueurs. Et je vous laisse d'ailleurs un de ces joueurs nous expliquer comment ils s'y prennent. Regardez. Il n'y a pas de problème pour nous, on comprend ce que l'entraîneur veut et nous avons les assistants qui nous transmettent ses idées. On comprend le coach grâce à ses gestes. Il est là à chaque entraînement et c'est quelque chose qui renforce notre affection. C'est une bonne chose. Et il faut dire que le coach sait y faire avec ses joueurs. Il est surnommé par les médias le dénicheur de stars et par ses propres joueurs l'inspirateur. C'est des surnoms affectueux qu'on lui donne car le coach Flayeh fait partie des entraîneurs emblématiques de ce club l'Air Force Club de Bagdad. Il dirige l'équipe depuis 1998 et fait partie des professionnels des footballs les plus respectés en Irak. Alors pour retrouver sa voix, l'entraîneur peut subir une intervention chirurgicale en Allemagne, mais malheureusement elle est coûteuse, c'est ça le problème, $50 000. Alors les joueurs de son équipe pour financer cette opération se sont lancés dans une collecte d'argent et ils en sont à $3 500 pour le moment. Un grand passionné en tout cas. Et le football, Andrea, ne serait pas grand-chose sans ballon. En Colombie, dans un petit village au nord de Bogota, le ballon rond est devenu indispensable à la vie des habitants qui vivent essentiellement de sa fabrication et de son commerce. Un récit signé Sarah Jamy. Regardez. Des ballons et encore des ballons. Pour savoir de quoi vit Mungi, il suffit de regarder sa place principale. Des dizaines de ballons de football sont suspendus au balcon et aux portes. Une statue est même consacrée au ballon rond, comme un hommage à ce qui fait vivre plus d'un quart des habitants. Rosa se souvient de ses débuts.
Nous avons commencé par acheter un moule et on le gardait sous notre lit en attendant d'avoir assez d'argent pour le reste du matériel. Après, nous avons acheté 5 mètres de matériel blanc et 5 mètres de noir. Et c'était le début d'une petite fabrique de ballons dans notre maison. Une toute petite pièce et après, ça s'est transformé en ce qu'est notre fabrique aujourd'hui. Et à Moungui, on est très à cheval sur la fabrication artisanale de ces ballons. Un gage de qualité. 32 pièces cousues main pour un ballon de football conforme aux normes mondiales. Il est possible de jouer avec un ballon cousu à la main, sous la pluie, dans l'eau, peu importe les conditions. Il résiste à tous les climats. Par contre, le ballon thermocollé ne résiste pas à l'humidité. Il se défait. À l'origine de cette histoire d'amour entre ce village et le ballon rond, un jeune militaire revenu du Brésil en 1934 avec la technique de fabrication du ballon de football. Il se serait donné pour mission de la transmettre aux habitants de Moungui. La chose qu'il faut savoir à propos de mon oncle Froilan, c'est qu'il est rentré à Moungui, son village natal, et qu'il a commencé à travailler le cuir, à trouver les vessies pour l'intérieur des ballons, à développer les outils, les tables de travail, la technique pour marquer les ballons et pour les retourner. Les fabriques de ballons de Moungui sont une vraie fierté pour les habitants de ce petit village niché au cœur des montagnes. Et les ouvriers qui y consacrent leur journée ne sont pas prêts de renoncer à leur passion. Tant que nous aurons la santé et que nous pourrons coudre et faire ce travail, nous allons le faire, jusqu'à la fin. Une passion, mais aussi un moyen plus fiable de gagner sa vie qu'avec la culture de la terre soumise aux contraintes climatiques. Aujourd'hui, l'entreprise de Rosa fait partie de la vingtaine de fabriques de ballons de Moungui et elle emploie à elle seule jusqu'à une quinzaine d'employés.